Bonjour, bienvenue à la grande dégustation de Montréal présentée par la SAQ. Mon nom est Michèle Bouffard, je suis autrice, conférencière, formatrice. J'ai aussi fondé la conférence internationale qui s'appelle Tasting Climate Change, mais surtout une amoureuse du vin et surtout une amoureuse de la Californie. J'étais très heureuse qu'on me demande de présenter cette dégustation aujourd'hui et de partager ce temps avec vous parce que moi, j'ai habité sur la côte ouest à Vancouver pendant 20 ans. Donc, la Californie, c'était mon terrain de jeu. J'y allais vraiment régulièrement et j'ai appris à découvrir un monde, c'est-à-dire que souvent, on a tendance à faire des généralités. On se dit, ben, il y a le chardonnay charpenté, ensoleillé de la Californie, puis les gros Cabernet Sauvignon. Mais en fait, c'est que la Californie, il y a plusieurs microclimats, ce qui fait en sorte qu'on retrouve vraiment une diversité de cépages, mais aussi de styles de vin. Donc, ce que vous voyez pas très loin de San Francisco, vous voyez la baie de San Pablo. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans l'océan, il y a un courant d'eau froide qui arrive et en fait, ce courant-là rafraîchit la côte, mais aussi la petite ouverture que vous voyez dans la baie de San Pablo amène le brouillard. Donc, c'est intéressant parce que si vous regardez la région de Napa et de Sonoma, tout au sud, en fait, de ces deux régions-là, il y a une région qu'on appelle Carneros. Bien, en fait, c'est comme un entonnoir pour le brouillard. Donc, le brouillard s'installe dans le sud de la Napa et de Sonoma. Et donc, ça ralentit la maturité du raisin. C'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, dans Carneros, on retrouve des bulles parce que c'est plus frais. Donc, on a tendance à penser généralement qu'au nord, c'est plus frais, alors que là, c'est l'inverse. Le sud est plus frais parce qu'on a le brouillard, puis au nord, c'est plus chaud. Il y a aussi les montagnes qui vont influencer ce qu'on va planter puis le style des vins. Donc, sur les montagnes, lorsqu'on monte en altitude, en général, on descend de 0,6 degrés Celsius. Ça fait quoi, ça? Bien, ça garde la fraîcheur dans les vins. Donc, c'est sûr que si on a un vigneron qui plante ses vins en altitude, on va avoir des vins qui vont avoir plus d'acidité, plus de fraîcheur. Et donc, il y a aussi les montagnes. Lorsque vous allez plus au sud, dans le coin de Santa Barbara, ce qui est intéressant, c'est que les montagnes, au lieu d'être nord-sud, sont est-ouest. Donc, en étant est-ouest, ben, ça crée un entonnoir pour le brouillard. Donc, on ne va pas l'été à Santa Barbara pour s'étendre sur la plage et espérer de venir avec un gros coup de soleil parce que justement, ce brouillard rafraîchit la région, ralentit la maturité, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on retrouve des vins très, très élégants comme des pinots noirs et des chardonnays. Donc, je voulais juste vous donner une petite introduction parce qu'après, les gens qui vont être avec nous, bien, ils vont nous partager leur région et donc, ça va peut-être vous faire comprendre un petit peu plus pourquoi il y a tant de diversité. Je sais que vous avez soif, moi aussi. Puis on a le premier vigneron qui s'en vient. Je vous invite à ouvrir le Rodney Strong Chardonnay. On va le présenter, mais pendant que moi je présente avec qui je suis, bien, vous pouvez déjà commencer à vous abreuver. Et si vous n'avez pas les vins en ce moment, parce que vous êtes merde, j'ai oublié. Ben, si vous allez sur la SAQ, vous allez voir un lien où est-ce qu'on a tout mis les vins qu'on va déguster aujourd'hui. Donc, il y a toujours le temps d'aller chercher ces vins-là plus tard à la SAQ. Alors, avec moi, pour parler du premier vin aujourd'hui, j'ai Greg Morthal, qui est le vigneron de Rodney Strong. Et juste un petit rappel, on va aller visiter des gens en Californie, donc qui ne parlent pas français. On a une personne qui parle français, les autres anglais. Donc, ça va être un petit franglais. On va passer du français à l'anglais. Alors, Greg, thank you so much for being with me here. It's a real pleasure to have you. And I'm fond of Rodney Strong, your winemaker at the winery there. And it's a very special place. Actually, when I first started my work in the wine industry, I was working in a restaurant. And I sold tons of Rodney Strong by the glass. I'm very familiar, and I know it's a very historical winery. So while everyone is having the first sip, can you share with us the story of Rodney Strong? Alors, Greg va nous partager en ce moment l'histoire, parce que Rodney Strong, c'est un domaine historique, donc il va nous partager l'histoire de Rodney Strong. Yeah, thank you, Michelle. It's great to be here. Yeah, Rodney Strong has a long and storied history, so I won't I won't give you chapters and chapters, but yeah, he started out in 1959
making wine. And prior to that, when as a kid, he was studying ballet, and he was doing ballet up to 5 hours a day in his early teens. And so he followed that. That was his passion in life. And even though he was a multi-sport athlete, in high school, he followed that after high school, and he danced for George Balanchine and Martha Graham in New York City. He went to Miami. He was dancing all over the East Coast. He went to France. But anyway, at about age 34, he retired out of ballet. And he and his wife, Charlotte, who was also a dancer, started a winery. And they started that winery in Tiburon, or they had a tasting room anyway in Tiburon. And so 1959 was quite a while ago. And then they moved up to Sonoma County in 1962, planted Chardonnay in 1965, it's going back quite a ways. In 1965, there were only several hundred acres of Chardonnay in California. So it just really gives you an idea about how big Chardonnay has become over the last 50, 60 years. And so he was an early pioneer in planting Chardonnay, and subsequently one of our Chardonnays, we make about 8, a few different brands, but we make about 8 different Chardonnays here to give you an idea of how important it is for us. He started making a Chalk Hill Chardonnay, which we still make to this day. So it's been about 45 years running. And so in 1989, Rodney sold the winery to the Klein family, going back about 32 years now. And the Klein family took the winery as it existed. It was started to age by then. So they took this winery that was still had so much potential and put millions of dollars investment into new tanks, into new presses, into equipment, into barrel rooms. They also, being a family farming operation, had sustainability in their hearts, and they put a big solar panel up on top of the roof. And anyway, many more sustainable features. We'll come back to the sustainability. I think we'll have a special question for that for sure, because that's one of the reasons I'm fan of the winery. En fait, c'est intéressant ici parce qu'il nous explique vraiment c'est un domaine historique. Puis, en fait, ils ont été vraiment un pionnier pour planter le chardonnay. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on a tendance à faire une généralité. Lorsqu'on parle du chardonnay, on dit, ben, chardonnay, c'est charpenté, c'est boisé, c'est rond. Bien non, c'est comme dire, on donne le saumon on peut donner du saumon à 5 chefs, puis ils vont tous le faire différemment. Il y en a qui vont le faire pocher, il y en a qui vont le faire griller. Donc, on a vraiment une diversité dans les chardonnays qui sont, en fait, c'est le climat qui va donner la diversité, mais aussi l'interprétation du vigneron. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va parler de son vin. Il faut comprendre qu'ils viennent de dire qu'il y a à peu près 8-9 chardonnays dans leur gamme. Donc, évidemment, ils ne goûtent pas tous pareil. Hein. Il y a une particularité dans chacun de ces chardonnays. Donc là, je vais lui demander, ce chardonnay-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? So I was just kind of reviewing in French for them what we just talked about. And I was saying, often we have a tendency to, people think, well, Californian Chardonnay, it all tastes the same. They have this idea. We know it's not true. And we have, you were saying how many different Chardonnay you have. We have with us the Rodney Strong Chardonnay. And I know you have it in your glass. So I'm just wondering, can you share with us where the grapes come from, and also what makes that style, how you got to that style of the Chardonnay we have in our glass right now? Yes, for sure. Thank you. This particular Chardonnay, so Chardonnay does have a huge range of styles. And given that we make 8 different Chardonnays, we know that Chardonnay does have a reputation out there for being very big and oaky, especially California Chardonnays. Mm-hmm. And that's not exactly true. You certainly can make a big oaky style Chardonnay. We make a range, and so we have 1 or 2 that are more oaky, but this one is actually on the much lower oak side, and it's done on purpose to showcase the fruit of the vine. And so the fruit is coming, about 70% is coming from here in Sonoma County, from different vineyards around Sonoma County. And then about 20% is down in Monterey, and 10% is from Santa Barbara. So I've talked about Santa Barbara in the opening when I showed them the map. So they know it's a bit cooler there. Can you talk about Sonoma County and Monterey, the climate you have there? Yes, so Sonoma County,
is a Mediterranean climate, so long, warm, dry summers and wet winters. And generally speaking, we get a pretty cool climate coming in from the fog that comes in from the ocean. And I know you mentioned that. So these vineyards have fog covering them basically in the mornings and the late afternoons, early evenings. And the Chardonnay gets the sunshine in the middle part of the day, but it keeps its acidity, from all this cool weather. That retains the acidity. Down in Monterey, the vineyard ripens much later, I think for a couple of reasons. It's cool in Monterey as well. It's this long valley. So depending where you are in that valley, you can go on the cooler towards the ocean, or you can get warmer up valley. But the vineyard that we're picking from is kind of right in the middle, and it's on the valley floor on these really well-drained sandy loam soils. But essentially, there's a wind factor there, and the wind kind of shuts the vines down. It's just constant. It picks up in the afternoon, and it's going to be pretty strong. So those vines in Monterey will ripen actually sometimes a month later before we pick. I'm going to just explain. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure de l'effet du brouillard. Il explique qu'en fait, les raisins viennent de 3 endroits pour le chardonnay qu'on déguste en ce moment. Donc, Santa Barbara, mais une grande partie vient de Sonoma County. Et il explique justement l'effet du brouillard, puis pourquoi on a encore beaucoup de fraîcheur dans le vin. Mais aussi, il y a une partie des raisins qui viennent de Monterey. Et ça, en fait, explique que Monterey, le vent est très, très fort. Et qu'est-ce qui arrive quand le vent est très fort, c'est que ça retarde un peu la maturité du raisin parce que la vigne, elle se protège, il vente beaucoup, elle se protège et donc donc des fois, en fait, la vigne peut venir à maturité presque un mois plus tard qu'à Sonoma. Donc, ça fait en sorte qu'on a un vin qui n'est pas, je vous disais, c'est un peu comme le chardonnay, c'est un peu comme une toile blanche. Il prend vraiment le caractère du climat et de la main du vigneron. Et ici, on a vraiment oui, c'est sûr que c'est plus ensoleillé, par exemple, qu'un chardonnay qu'on retrouve à Chablis. Chablis, c'est beaucoup plus tendu. On a quand même une belle générosité. Par contre, on sent vraiment le côté frais. Ce n'est pas la caricature du tout du chardonnay californien qu'on a. I was just saying, it's not as fresh, of course. It's not like having a Chablis in our glass, but it's not this caricature of what we think of this big, oaky, rich. It's actually really fresh, and there's a lot of energy in that wine. Yes, thank you. About 40% is fermented in tank. So the energy is really driven by, the aromatics, the pineapple. And for me anyway, I get pineapple and this really bright pear, bright acidity, and that's really driven by the tank fermented portion. And then the other 60% or so is fermented on oak, and that drives a lot of the body and the richness. Of course, you get some of the aromatics, and we actually want a little bit of the oak aromatics to come through, but like you say, it's not a really big, like super rich or oaky Chardonnay. We don't want it to be that. We want that fruit to shine through and to have that verve and energy, like you say. We're going to talk about sustainability in a second, but before we go that, we have the wine in our glass. What would you eat with this? You're in California. What do you eat with this? I have kids, so beyond the peanut butter and honey sandwiches, we'll go with something. J'adore. Definitely in the evenings, yes. We love salmon. Salmon is kind of an easy one. Ouais. It's just the flavor of salmon. It is really lovely by itself. But with Chardonnay, I think it's really the oily texture. And so I think more things that have kind of, imagine like a little poached pear on the side. You can even do grilled asparagus or grilled pineapple slices right off the barbecue, with the side of maybe you do a pork chop or something like that. You're making me hungry. Il partage avec nous plein d'accords mes vins. En fait, la première chose qu'il dit, c'est le saumon. Et c'est toujours intéressant parce qu'on a les gens de l'Ouest et les gens de l'Est. Les gens de l'Ouest parlent du saumon du Pacifique et les gens de l'Est, les saumons de l'Atlantique. Très différents les deux, mais naturellement, c'est un accord avec le chardonnay. Il disait aussi, en fait, juste de griller l'ananas sur le barbecue puis de le manger comme ça, c'est absolument délicieux. En terminant, je vais poser une dernière question avant qu'on aille au prochain vigneron.
we have a few minutes left here. We're going to be, there's so much to talk about, but I just want to make sure we keep on time for the others that are going to come. Can you, one of the things I admire a lot about Running Strong is the sustainability commitment. Ils ont beaucoup d'engagement, de durabilité. Ils sont très écologiques. L'environnement est hyper important. Alors, je vais demander juste de nous partager quelques petites choses qu'ils font justement pour respecter l'environnement. Yes, with sustainability in 2003, I mean, we're owned by family farmers. So, they're fourth generation family farmers. Sustainability is in their heart. 2003, we became, we established actually the largest solar panel system, I believe, on a winery and anywhere in California, which we updated in 2019 to have about 4,000 solar panels that provides about 65% of our electricity. And there's room to grow that, actually. So there's a future that maybe goes even beyond that 65%. Water savings out in the vineyards, we use these little Thule monitors. They measure how much transpiration is happening, so we know how much water to give the vines. We don't just have to guess. And at the winery, we've cut down our water usage through a variety of ways in our cleaning programs. We've just made them much smaller. We use steam for our barrels, so that only uses 1/3 the amount of water, and that water is recycled. In the winery itself is sustainable, certified, and it's also fish farming friendly certified. Right. There's a lot to that as well. And can they find more on the website in that regard? Absolutely, yes. Right. On our website, there's plenty of information. Alors, en fait, il expliquait qu'ils font plusieurs choses pour respecter l'environnement. L'eau qui est très précieuse en général, mais surtout en Californie. Donc, ils utilisent plein de choses pour réduire justement l'eau qu'ils utilisent, pour être vraiment judicieux. Ensuite, ils ont beaucoup de panneaux solaires pour l'énergie, mais ils invitent les gens à aller sur le site Internet. Ils donnent beaucoup d'explications justement sur toutes les étapes, toutes les choses qu'ils font pour être un domaine durable. C'est vraiment un modèle en fait, un domaine que je respecte beaucoup pour ça. Greg, I would have talked to you for so much longer. Unfortunately, the time is up. But, it's good to leave us thirsty, because then we just want more and we'll come back for more. Well, thank you very much for having me on. Thank you so much for being there. Yes, as we say in Quebec, santé. Santé. Alors, on continue de parcourir la diversité du chardonnay californien, et avec moi, on a Ali Wente, qui est VP Marketing and Customer Experience. En fait, elle est de la famille Wente, donc on est vraiment très, très chanceux. Elle va nous raconter l'histoire précieuse, justement, du chardonnay et surtout du chardonnay au domaine Wente, qui est une histoire très particulière. Ali, thank you so much for being here. It's really an honor to have you with us here. We've been talking about Chardonnay. We had the Running Strong Chardonnay, and I was explaining that Chardonnay is very diverse in style, and we cannot just make a generalization on the type of Chardonnay. And I was saying to them that you're going to tell us the special story about the Chardonnay. I know that Chardonnay and the Wente family has a unique story. So can you start with that? Yes, it certainly does. And thank you so much for having me here today. And it's fun to be here to talk about my favorite variety, which is Chardonnay. I drink it all the time. But yeah, my family does have a really special history with Chardonnay. And that's really because my great-grandfather imported Chardonnay, and we planted it beginning in 1912. So at that time, there wasn't much Chardonnay in California. It wasn't a really mass planted variety. And so in order to get Chardonnay, rather than going to Europe yourself, many people came to my family's ranch and kind of took cuttings. That's what's really wonderful about the wine industry in California, is we all really support each other. And especially at that time, really my family wanted to support the growth and quality of Chardonnay in California. So many people came to get cuttings from us. And because of that, today we've been able to track that almost 75 to 80% of all California Chardonnay has genetic roots back to my family's property, which you can see right behind me. Yeah, it makes us want to go there. That's for sure. It's really beautiful. And what would you say?
I think that some people associate a specific style of Chardonnay to that. We call it the Wente clone. I know it's a bit technical, but there's a name that we use to talk about those cuttings. What is the style of Chardonnay that we have with that? Yeah, so the Wente clone really was my grandfather was looking for vine health, but then also a really specific flavor. And he kind of picked and produced the flavors of stone fruit, a little bit of muscat, and green apple. And so what I think most winemakers will call the Wente clone style is somewhat of like a juicy fruit. It has this wonderful fruit concentration and presence, which winemakers love to play with because, as you mentioned, Michelle, Chardonnay can take on many different forms. And so this really is a fantastic kind of base foundation for a Chardonnay with such beautiful, pronounced flavors. Alors, Ali racontait que le domaine est très historique parce qu'à une époque où les gens commençaient à planter le chardonnay dans la région, il n'y en avait pas. Donc, au lieu d'aller en Europe, les gens allaient à la famille et demandaient en fait des boutures de vignes pour planter le chardonnay de la famille Wente. Donc, aujourd'hui, did you say it was 700? 700 different, when you say we're tracking back? Oh, 70%, about 75. OK, pardon. OK. Alors, il y a environ 70 à 75% des chardonnays de la Californie aujourd'hui qu'on trace justement à l'histoire de ces vignes de la famille Wente. Donc c'est hyper touchant de pouvoir d'avoir Ali avec nous aujourd'hui pour nous raconter ça. Elle expliquait aussi qu'aujourd'hui, souvent, on associe ces boutures-là. En fait, on a appelé ça le clone Wente. C'est un peu technique, mais c'est juste pour dire qu'on définit, on associe un style de vin avec ça, généralement qui est plus sur les fruits à noyaux, la pêche, la nectarine, même moi je dirais presque des arômes d'ananas. Donc, un peu plus, on vient d'avoir le Running Strong en comparaison, c'est plus ouvert, c'est un petit peu plus opulent, c'est plus ensoleillé aussi, c'est assez généreux, assez chaleureux. Donc, je vais juste le montrer. Alors, c'est le Wente Morning Fogs. On le retrouve de la région de Livermore. Alors, Ali, we have the Chardonnay, the Wente Clone, but from the Livermore Valley. So can you talk to us about the region? Of course, yes. So this Chardonnay is named after, it's called our Morning Fog Chardonnay, and it's really named after the morning fog that rolls into the Livermore Valley off the San Francisco Bay in the mornings, and that is what produces such beautiful acidity, brightness and freshness of fruit. It's a wonderful climate for growing Chardonnay. And then it also has some of our Arroyo Seco fruit in there as well, which also, if you've ever been to Monterey, incredibly foggy, cold growing region. And so the two of those combined produce this fantastic, bright, you get the acidity just kind of rips down the back of your palate in a really pleasant way that brings you back for more. And that's what we love, acidity in wine. And that's kind of what gives you that mouth-watering brightness and feel when you take a sip. Alors, le concept du brouillard revient, il s'appelle le Morning Fog, c'est le nom du vin, mais bien sûr parce que justement, c'est le brouillard qui est là justement le matin, ça prend jusqu'à l'après-midi pour que, vous voyez en fait sur la photo derrière elle, on voit le brouillard au loin, donc des fois ça prend jusqu'à temps qu'on ait l'après-midi justement pour que le soleil brûle le brouillard. Et pendant ce temps-là, le matin, lorsqu'on a le brouillard, les raisins sont au frais, donc ça retarde la maturité, mais ça préserve aussi l'acidité. Il explique que justement, ici, on a un style qui est plus généreux, plus ensoleillé, mais qui est vraiment bien équilibré par cette acidité qu'on sent bien. L'acidité, je dis toujours, quand on croque dans un citron, qu'est-ce qui arrive? On salive, Et ça, c'est l'acidité. Donc, ce qui est intéressant quand vous dégustez ce vin-là, oui, il y a les arômes plus tropicaux, mais on a justement cette acidité là, qui nous fait saliver. Et ça, c'est magique à la table. I was just saying, when you have that acidity in the wines, it's magical because you can make a lot of different food pairing with this. What would you recommend to people to have with that? Oh my gosh. I mean, this wine would really go with anything. And just before even I dive into the food really quick, what you were saying about different styles of Chardonnay, well,
the style specifically of this Chardonnay is very balanced, and it's not overly oaky. It's not completely stainless steel. So what we do is about 50% stainless steel and 50% oak. And what that does is keep a really brightness, freshness on the palate, but then the oak provides a little bit of texture, creaminess, richness too on a mouthfeel perspective, and, you know, with some subtle hints of baking spice. So because of that balanced profile that we're going for with this wine, because we really want it to be kind of like a classic, you know, even somebody who will tell you they don't like Chardonnay, give them this Chardonnay. I bet you they will like it, because it is really a middle of the road Chardonnay, well, meant to welcome people into the Chardonnay wine category. And so because of that, it's a fabulous food pairing wine. I mean, I drink this with just about anything. But you know, a whole roasted chicken with lemon would just be fabulous. You know, a fresh primavera pasta could be wonderful. Salmon, always salmon and Chardonnay is a classic. So there's a ton of different routes you could go with this. And I'm a big believer of drinking what you love and eating what you love, and a little bit of salt and acid on your food can just about pair with any wine. Absolument. She was explaining, Ali was saying they're not trying, the wine is not one extreme or the other. Hein? C'est pas extrême, c'est pas austère ni trop riche et mûr. En fait, il essaie vraiment d'avoir une combinaison des deux. Donc, cette fraîcheur, mais cette générosité, légèrement boisée, mais vraiment, on sent que le bois est hyper bien intégré. Les notes de vanille, d'épices, ça se fondent au vin, donc très, très bien intégré. Puis j'aime beaucoup ce qu'Ali disait, parce qu'elle expliquait, je lui demandais un accord, puis elle a tout de suite dit le poulet au citron. Et souvent, on associe le chardonnay en fait, on peut le servir avec beaucoup de fruits mer, avec beaucoup de poissons, mais aussi avec la volaille. Donc, le poulet au citron fonctionne très bien, mais je dirais même le veau. Si vous aimez le veau avec une sauce crémeuse, l'acidité de ce vin va venir couper à travers la crème. Puis amusez-vous, hein, je dis toujours, les accords mais vins, la beauté de ça, c'est qu'on devient meilleur quand on mange et quand on boit. Fait que la pratique est plutôt intéressante. Donc, amusez-vous. Ce qu'elle disait, allez, suivez ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas, si vous voulez du blanc avec la viande rouge, ben pourquoi pas l'essayer? Il faut qu'on boive ce qu'on aime, mais moi, j'encourage toujours les gens à faire des expérimentations dans les accords mais vins, parce que des fois, on part à la découverte de très, très belles choses. Ali, we're going to come back to you, because we have so much more to talk about with the winery and the wine. So we'll come back shortly to see you to talk about the Cabernet Sauvignon. We'll end the tasting on your Cabernet Sauvignon. Wonderful. Thank you for having me. I hope you try our wonderful Chardonnay, and I'll see you soon. Thank you. Alors, on continue en blanc et je suis très, très excitée d'avoir ce vin-là avec nous, mais surtout d'avoir quelqu'un de très spécial, en fait. Donc, Mélisa Jalbert, elle n'est pas de la famille Hopes, mais j'ai comme l'impression qu'elle en fait partie, parce que ça fait quand même 15 ans qu'elle travaille pour eux. Aujourd'hui, elle est directrice expert pour Hopes Family Wine, et on est chanceuse de l'avoir avec nous, parce que Mélisa est tout le temps un peu partout sur la planète. Elle travaille pour eux en Europe, au Canada, en Asie, en Amérique latine. Donc, Mélisa, merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'histoire de cette famille qui est absolument intéressante. Donc, je pense qu'on devrait commencer là. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire de la famille Hopes? Oui, merci de m'avoir et d'avoir sélectionné un de nos vins. Donc, la famille Hope est à Paso Robles, établie depuis 1978. Donc, une des premières familles qui était le papa à Austin a planté des vignes dans la région de Paso. Parce qu'auparavant, c'était seulement des pommiers, des fermiers, mais pas nécessairement de la vigne. Et la région maintenant s'avère être une région quand même assez reconnue, que les gens méconnaissent encore aujourd'hui, parce qu'on parle souvent de Napa. Ouais. Alors, pour vous situer, Paso Robles, c'est vraiment entre San Francisco et Los Angeles. Donc, je leur ai montré une carte tout à l'heure au début, donc ils ont vu la carte de la Californie. Voilà. Ouais. Alors, on est 3 fois plus grand que la région de Napa aussi, avec 624 000 acres versus 225 000 à Napa. Région reconnue aussi et réputée pour le Cabernet, qui est aussi le cépage un peu typique
de la Californie, mais on est aussi reconnu pour être la région du Rhône. Donc, nous, on est réputé pour aussi faire une bonne Grenache, Syrah, et le vin qu'on va déguster aujourd'hui, qui est vraiment plus un assemblage du Rhône, quelque chose qu'on voit moins. Alors, nous, on travaille avec le Viognier, la Marsanne et aussi la Roussanne. Donc, c'est un vin qui est quand même assez unique en son genre. Et les vignes pour ce vin ont été plantées en 1993. Donc, Oui, vas-y. On utilise encore ces vignes qui ont été plantées en 93, donc presque 30 ans, sauf la Roussanne qu'on a amenée directement, comme vous voyez derrière moi, sur le estate de Austin. Donc, on a dû les planter à Paso Robles parce que c'est plus ensoleillé. Donc, maintenant, ils ont à peu près 6 ans d'âge, la Roussanne. Mais c'est seulement un petit pourcentage qu'on a de Roussanne là, dans notre assemblage. Donc, Mélisa, si tu permets, je veux juste situer les gens. Tu parlais de la région du Rhône. Donc, le Rhône, c'est une région viticole en France. Puis souvent, on pense beaucoup en Amérique du Nord au monocépage. Les gens, on va acheter un Cabernet Sauvignon, on va acheter du Merlot, on va acheter du Chardonnay. Alors que dans le Rhône, c'est la tradition justement de faire des assemblages. Et pourquoi on fait des assemblages? Bien, ces cépages sont complémentaires. Donc, je vais juste le mentionner parce que des fois, on a l'impression que le vin est inférieur, d'une qualité inférieure parce que c'est un assemblage. Mais en fait, les plus grands vins qu'on connaît, Châteauneuf-du-Pape, Bordeaux, c'est des assemblages. Moi, j'étais curieuse, tu parlais justement, donc vous faites 2 choses. Un, vous êtes arrivé à Paso Robles alors que ce n'était pas nécessairement très connu. Ensuite, vous êtes penché sur des cépages rhodaniens, ce qui n'était pas nécessairement la mode non plus. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la famille s'est tournée vers ces cépages-là? Ben, c'est Austin qui est un fanatique des vins, justement, de la région du Rhône. Et aussi, à l'époque, c'était Tablas Creek, qui est le papa de Jason Haas, qui a amené vraiment les clones à l'époque, tu sais, à partir de New York, mais qui venait vraiment de la France et qui a planté ces vignes-là qui sont propices à notre terroir et qui a eu longtemps un festival qui s'appelait les Rhone Rangers. Oui, Donc, oui. c'est pas par hasard. On a aussi Mourvèdre, et c'est drôle quand tu dis les assemblages parce que les gens sont habitués de monocépage. Austin, quand on a créé Triana, la marque Triana, et qui a repris un petit peu la main parce que son papa, c'était un viticulteur qui vendait ses vignes. Puis Austin, il dit, crime, on passe tellement de temps, d'énergie, puis c'est important, la vigne et le raisin. C'est vraiment ce qui va dans la bouteille, puis la passion derrière ça, puis le travail, la labeur, tu sais. Donc, il dit, pourquoi que nous, on vend notre raisin? Donc, Austin, quand il a créé Triana et qu'il a pris la main, il s'est dit, moi, je veux faire un assemblage, un genre de super Paso Blend. Puis en 96, c'était pas nécessairement non plus populaire ou bien vu. Non, mais non. C'est courageux, en fait, parce que c'est pas facile à vendre. Exact, mais c'était son idée. Puis au départ, il a joué avec même Cinsault, Petit Verre d'eau, un petit peu, tu sais, mais ça vient aussi avec la région, d'apprendre quel raisin pousse le mieux, avec quoi qu'on peut jouer. Puis année après année, après, on s'est comme établi avec majoritairement Cabernet dans le rouge et Syrah. Et dans le blanc, ben, on est à Paso avec la Roussanne, mais on est à Santa Lucia Highland et Monterey. Donc un petit peu plus, c'est 1 heure au nord. Parce qu'on est plus près de la mer, puis on a l'influence directe Donc, plus frais. Plus frais, exactement. Comme le millésime 2019 là, que vous allez déguster, ça a été une année plus fraîche qu'à l'habitude. OK. Je ne sais pas si tu veux aller là maintenant. Non, mais c'est parfait, en fait. Puis avant d'aller à l'année, moi, je dirais peut-être qu'on parle de la Roussanne, parce que toi et moi, on connaît la Roussanne, mais il y a plein de monde qui entendent le cépage en ce moment pour la première fois. Le Viognier, peut-être qu'on le voit plus des fois sur les étiquettes seules, mais la Roussanne, on ne voit pas vraiment Roussanne sur une étiquette. Donc, les gens ne savent pas que c'est le cépage derrière, par exemple, les grands Hermitage blancs, les vins du Rhône blancs, souvent, il y a de la Roussanne à l'intérieur. Donc, est-ce que tu peux nous parler des caractéristiques de la Roussanne et puis comment ils se complémentent justement avec le Viognier? Ben là, tu serais le meilleur que moi là-dedans. Moi, je sais que la Roussanne, moi, je trouve que ça goûte le soleil. C'est un cépage aussi qu'on a amené à Paso Robles parce que c'est un raisin qui a besoin de se pavaner, qui a besoin d'ensoleillement.
Et c'est pour ça que ça ne marchait pas à Santa Lucia Island. C'était Oui. beaucoup trop mouillé, Oui. trop frais. La caractéristique que ça ajoute, parce qu'on l'a ajouté dans les 4 dernières années, c'est un 10%. J'ai comme de la misère à vraiment plus. Fait, je ne sais pas, Non, mais peut-être. ça va. Oui, oui, c'est parfait ce que tu dis parce que la Roussanne, donc ça revient aussi à. Elle s'exprime différemment. Hein. Oui, elle vient du Rhône, mais ce n'est pas nécessairement la même expression qu'on a non plus. Mais c'est un cépage qui donne des vins qui sont très généreux. Moi, j'aime toujours un peu l'acoustique. C'est pas négatif, mais une texture onctueuse, un peu huileuse. C'est vraiment enrobant. Hein? Ça enrobe la bouche au complet, les papilles gustatives. Puis il y a souvent des notes de pâte d'amande, je trouve, avec la roussanne, puis avec le viognier, qui vient donner ce côté un peu parfumé, charmeur. Donc, c'est des cépages qui sont différents. Je trouve que la roussanne charme par sa texture, sa présence. Et le viognier donne ce côté plus aromatique. Puis c'est hyper intéressant parce que les gens ne connaissent pas nécessairement ces vins-là, puis surtout pas en Californie, puisqu'on n'en voit pas tant ici à la SAQ, en fait. Non, non. Puis on a commencé à faire un chenin blanc aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je pensais que c'était plus le corps et le côté huileux et enrobant, tu sais, qui donne vraiment la marsanne, plus que roussanne. Oui, Mais je l'ai dans les deux, en fait. Je l'ai dans les deux. OK. Oui, dans les deux. Mais puis des fois, ils sont difficiles à. En fait, c'est difficile, ils se confondent. Là. La marsanne prend beaucoup de poids en vieillissant, hein, prend beaucoup de rondeur en vieillissant aussi. Donc, on a un super beau vin. Je vais juste le remontrer aux gens parce que si jamais vous ne l'avez pas, vous n'avez pas eu le temps de l'acheter à la SAQ, vous pouvez le trouver à la SAQ. Vraiment un petit bijou à découvrir. C'est magnifique. Puis j'aime beaucoup l'étiquette Triana blanc. Hein? Donc, ça aussi, ça prend beaucoup de courage pour faire ça parce que ça dit, c'est du blanc. Oui, c'est du blanc, mais c'est du grand blanc. Donc, tu peux nous parler peut-être justement du 2019, puis on a parlé de Viognier et Roussanne, mais évidemment, il y a aussi de la Marsanne à l'intérieur de cet assemblage. Exact. Et maintenant, on l'appelle le Triana blanc. Et les Américains disent blanc. Ça va faire parce qu'il s'appelait toujours Triana White. Fait qu'ils ils ont décidé d'être exotiques. Fait que l'année 2019, que je disais que c'était une année un peu plus difficile parce qu'il y a eu quand même de la pluie, comme à l'habitude, jusqu'à la fin mai, je dirais. Puis ça a permis comme d'éviter le gel parce que comme les gens peut-être pensent que la Californie, il fait toujours beau, soleil et chaud. Dans le Central Coast, le soir, là, ça peut baisser à 0 et même à -5. Alors, pour prévenir le gel des vignes, la pluie ou des fois aussi, nous, on fait du mist, comment on dit? Mist. En fait, vous utilisez l'eau pour asperger les vignes, pour les protéger du gel. En fait, comment ça fonctionne? Hein, les gens ne savent pas toujours, mais pour protéger, c'est comme un igloo, je dis toujours. On arrose les vignes, puis l'eau tombe sur le bourgeon, puis ça crée une glace, une petite glace autour du bourgeon. Puis on sait, dans un igloo, il fait très chaud. Hein? Fait que le bourgeon est protégé à l'intérieur de cet îlot de glace-là. Voilà. Donc, c'est ça que les gens... Alors, nous, on utilise des wells, quand même, mes mots. C'est pour recueillir l'eau. Comme ça, on peut réutiliser. Parce qu'on est aussi très souciant de l'environnement et on fait de l'agriculture raisonnée, qui est sustainable. Okay. Oui, hein? Donc, oui, nous, c'est absolument. vraiment les pratiques qu'on utilise. Fait que ça nous a permis justement d'avoir des gels, mais les températures plus fraîches ont fait en sorte que le développement a été un petit peu plus long. Ça a été des vagues de chaleur qui ont été un peu plus courtes. Fait que ça nous a quand même aidé à avoir un certain rendement qui a été légèrement inférieur. Les petites vagues de chaleur et les nuits fraîches. Mais je trouve que ça donne quand même un bon résultat, une belle acidité quand même dans le vin. Et je trouve que dans le 2019, c'est le petit 10% de Roussanne qui vient de Paso Robles, qui est vraiment comme ensoleillé, qui vient un petit peu rehausser cette saison fraîche qu'on a eue à Santa Lucia Island. Intéressant. On a parlé avant de faire la dégustation aujourd'hui, on a parlé de l'ordre de service. Puis ça aussi, j'aimerais ça en parler parce que tu me disais quelque chose d'intéressant, Mélisa. Parce que j'ai dit, bon, je vais faire les blancs en premier, puis je vais faire les rouges après. Puis tu me dis, non, mais Michel, moi, je sers souvent ce blanc-là après les rouges. Puis j'aimerais ça en parler avec toi parce que justement, souvent, on se sent pris dans un carcan de dire, bien,
on fait les blancs en premier, les rouges en premier, mais ça dépend du type de blanc. Et ce blanc-là, il est quand même généreux, il est onctueux. Donc, toi, tu me dis, ben, je préfère le servir après les rouges. Oui, exactement. Puis souvent, je l'appelle le vin blanc pour les buveurs de vin rouge. Puis là, c'est Ben, toujours comme, tu oui, sais, je parce que comprends les ce que gens, tu ils veux ne dire. s'attendent pas qu'un vin blanc peut Mhm. avoir autant de corps. Mhm. C'est aussi un super comme trou normand. Ça peut être un palate cleanser. Toi, après tellement de rouge, comme, tu sais, comme je veux dire, tu as besoin de nettoyer. Ouais, Fait que moi, je trouve que c'est un vin qui est intéressant. Commencer avec, mettons, un foie gras au lieu d'avoir un sauterne parce qu'il y a la texture ouais. pour pouvoir apprêter tu sais, ce genre d'appetizer, mais avec les fromages en fin de repas, au lieu d'avoir un liquoreux ou avoir un porto, ça se prête bien. Puis, même après un gros vin rouge, un gros cabernet, il va quand même ressortir et même, je trouve, encore mieux. Je veux dire, il se Ouais. démarque de par son style. C'est un vin qu'on peut décanter. C'est un vin qu'on peut faire vieillir. Premier millésime qui était 1996. Ça se boit encore très bien. Je planifie ouvrir un magnum du 2007 ce Ah! vendredi avec les filles de vin au féminin. Fait que j'ai hâte de voir un petit peu l'évolution. Juste en terminant, parce que le temps avance, puis il y a des gens qui nous attendent, on va continuer la dégustation. Je veux juste terminer sur ce que tu disais, en fait. C'est que moi, souvent, quand j'invite les gens à la maison, après le repas principal, on termine avec les fromages, on retourne au blanc. Et souvent, un blanc, justement, comme ça, moi, je pense à un million de fromages qui irait très, très bien avec ce vin-là. Donc, osez, n'ayez pas peur, justement, après le repas principal. Si vous avez servi du rouge, de retourner avec du blanc. C'est vraiment une belle découverte, ce vin. Moi, je le connais depuis longtemps, mais je vous encourage, si vous voulez vraiment découvrir la Californie, une autre facette de la Californie, c'est vraiment un magnifique vin. Est-ce que tu peux nous rappeler à la SAQ, Mélisa, il est combien? Il est à 30 et 50. C'est en produit continu. Je veux Donc, dire, on tu le peux voit très régulièrement, il est facilement trouvable. Donc, vous pouvez regarder à la SAQ, vous allez le trouver. Mélisa, c'est tout le temps qu'on a, mais en tout cas, tu nous laisses sur notre soif. Puis moi, ça me donne le goût de mettre quelques bouteilles dans mon cellier puis de révisiter ces bouteilles-là dans quelques années. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans ton horaire très chargé avec nous. Vraiment, c'est un plaisir. merci à vous et puis bonne continuité et bonne Merci. dégustation. Merci. Alors, on s'en va dans un autre territoire, on s'en va dans le territoire des vins rouges. Et là, en fait, très, très touchée d'avoir avec nous aujourd'hui William Easton. William Easton, en fait, de Easton Wines et aussi de Terre Rouge, deux domaines qu'on connaît bien ici au Québec. On est fan. William, thank you so much for being here with us. I see your background and I see the vineyards, and I just want to be in California right now. Right. Yeah, it's beautiful right now. We just had a storm go through, and it's a beautiful sunny fall day today. Very crisp, but a good day to work outside. Nice, nice. It's not as sunny here, but it's nice to have some sunshine through the glass. Right. Yeah. We'll take any rain that we can have because California has been in a drought for the last couple of years. So most of the reservoirs here are very empty. Maybe it's actually a good way to start because we haven't really talked about that with anyone, and I know that here we follow the news and we see that all the time. The fires and the droughts in California. I'm going to explain a little bit the question to people who are listening and watching, but I'll ask you to talk to us about the condition in California right now. So, en fait, Bill, je disais, bon, on voudrait bien prendre un peu de soleil de la Californie. Il me dit, oui, mais bon, la pluie, quand ça arrive, on est bien content parce qu'évidemment, la sécheresse, c'est un problème. Puis j'ai dit, oui, nous ici, en fait, on voit beaucoup à l'écran, souvent, justement, on nous parle aux nouvelles de la sécheresse et des feux. Donc, je lui demande, c'est quoi l'état actuel, puis est-ce qu'on est inquiet? So, when you see the increasing drought problem and the fires, how do you deal with this as a grower, California is a Mediterranean climate, so we've always had droughts. That's part of the terroir here. I mean, that's why the grapes we grow, Grenache, Mourvedre, Syrah, Marsanne, Roussanne, Viognier, all these things do so well here because we have the climate and the soil profile for it. But
you know, it's like anything. There's weather extremes, and I think things are getting more extreme because of climate change. And you know, there's really nothing you can do about it. I mean, you can manage it to a certain extent, but you know, the vines themselves kind of are self-managing. So, as an example, this year, I mean, we had decent rainfall last year. It was about 18 inches of rain versus 32 inches of rain, but the plants look very good. They just didn't produce a lot of heavy fruit. So it was a very high quality year with very low yields. Alors, en fait, il nous explique, en fait, la sécheresse a toujours fait partie des conditions climatiques de la région. Bien sûr, avec les changements climatiques, ça devient un peu pire, mais il explique que, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle il s'est penché vers les cépages qu'il a aujourd'hui. Hein, encore là, on n'est pas du tout dans le Cabernet Sauvignon ou dans le Chardonnay dont on parlait tout à l'heure. On a la Syrah, on a la Marsanne, on a la Roussanne, on va parler de Zinfandel aussi. Donc, Bill a planté des cépages qui sont capables de s'épanouir même dans des conditions de sécheresse. Et il disait, cette année, la qualité est très, très bonne, en fait, des raisins, très content avec le résultat. We've been talking about, you know, you chose those grapes because they're more adapted. Can you share with us where you are in California and why are those grapes that you're planting are suited to that region? Okay, so we are about 120 miles east of San Francisco. So San Francisco is on the Pacific Ocean. It's on the San Francisco Bay. And California is about 200 miles wide and it's about 900 miles long. So we're closer to Nevada, but there's a big mountain range between California and Nevada called the Sierra Nevada. And it has a very gradual slope that faces west, that the slope's maybe 60 miles. And then when you go to Nevada, it drops very dramatically because the way the mountain went up, it lifted this way. So we're on that west slope, and our vineyards are all between 2,000 and 3,000 feet mostly, some a little higher than that, some a little lower than that. And the soil profile there, it's like the Northern Rhone. It's all volcanic and granitic soils. So the granite was the first thing that was here. And the second thing, there were lava flows over the granite. So we have a combination of soils, sometimes very close, within a mile of each other. So it's an interesting place. And climatically, we do get influence because we're directly across from San Francisco and the Delta. And this, we get some marine influence, some breezes, but we have this big nighttime cooling thing called a diurnal cooling because the peaks above us are quite high. They're 10 or 11,000 feet. Right. You'll have to translate that to meters. Oui, I will. It's about that. And you know, at night, the cold air comes down and cools us. So we have warm days, cold nights. Alors, il explique, je lui demandais, oui, qu'est-ce qui fait en sorte que justement cette région-là est parfaite pour les cépages qu'il a choisis. Et il disait, ben en fait, c'est vraiment une combinaison de choses. Donc, il a parlé d'altitude. Et donc, l'altitude, ça fait quoi? Ça fait que dans les jours, en fait, les journées sont chaudes, mais les nuits sont fraîches. Et ce que ça fait, ben en fait, c'est que tu maximises l'ensoleillement pendant le jour, mais le soir, le vent qui arrive et en fait, pas le vent, mais une brise qui arrive le soir et donc qui rafraîchit les vignes et qui permet justement de préserver les arômes plus délicats du vin, mais aussi l'acidité. Hein? Donc, tu as vraiment la différence entre le jour et la nuit. Ça, c'est clé quand tu veux faire du vin de qualité. C'est une des choses dans une région chaude qui va donner un vin qualitatif. C'est vraiment le contraste des journées chaudes et des nuits fraîches. Et il disait aussi, on a parlé tout à l'heure avec Mélisa du Rhône, hein, il disait que le sol granitique et volcanique. Puis, en fait, on a beaucoup de sols granitiques aussi dans le Rhône. Donc, il disait qu'on avait ça aussi dans sa région. Ça draine très, très bien. Donc, ça, c'est tous des éléments qualitatifs qui font en sorte que, malgré justement ces conditions de sécheresse, ben, il est vraiment bien positionné pour faire des vins très équilibrés. So, Bill,
we're going to continue to talk about your philosophy, and I have a lot of questions for you, but I know people are thirsty, and this is the first red. So I think before we get there, we probably should talk about the red that we have in our glass. A wine that does so well here in Quebec that I absolutely love, and we see all the time on the shelf. It's Terre Rouge Syrah, Les Côtes de l'Ouest. I won't describe this wine before you tell us about it. Okay. You want me to describe? No, but just talk to us about the wine. You talk about where the grapes are planted and what makes that style. So, we make several different Syrahs. We make about 8 different Syrah cuvées, and this is our most accessible Syrah cuvée. And it's a wine that is drinkable as a young wine, but it will age. And we've picked sites to grow the Syrah that produce a more fruit-forward wine. So we've planted vineyards in lighter granite soil, sandier granite soil, which gives a less structured wine and more fruit-forward wine. And we want a savory wine that is balanced and fresh and savory. We co-ferment a little bit of Viognier with this wine, about 5%, to soften the wine a little bit and add some aromatics to the wine. Cette Syrah, en fait, bon, il expliquait toutes les raisons qu'il fait ce style-là, puis il ajoutait aussi, je vais juste expliquer, 5% de Viognier. Il y en a peut-être qui se disent du blanc avec du rouge. En fait, c'est une technique qu'on utilise qui est historique de la région du Rhône, septentrionale, donc du nord du Rhône, dans une région qu'on appelle Côte-Rôtie. C'était très commun et ça l'est encore aujourd'hui. On avait des vignes de Viognier plantées avec la Syrah. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, on vendangeait tout en même temps, puis on ajoutait un petit peu de Viognier avec la Syrah. Et quand on fait ça, ça donne un côté plus floral, ça vient, un côté très, très parfumé qui est agréable. Puis moi, je trouve aussi qu'est-ce qu'on a dans ce vin-là qui, en fait, c'est hyper équilibré. On a la chaleur californienne, bien sûr, mais on a le côté épice, poivré, floral, un peu viandé. La Syrah, lorsqu'on retrouve justement ces nuits fraîches, je trouve qu'on retrouve toujours le côté viandé que moi, j'aime beaucoup, le côté plus sanguin de la Syrah, qui la rend si aimable avec le gibier, avec la viande rouge, avec les grillades. I was just saying, I love this contrast of, you have the sunshine of California, of course, but you do have that freshness and that fresh pepper and that the spice and the floral from the Viognier. It's brilliant. Right. And you get some nice dried herbs and kind of olive tones, and some thyme, some rosemary, some lavender, and this is what we try to build into this wine, and to make it a more accessible wine. And this cuvee we use less. All of our Syrahs are aged in 225-liter French Burgundy barrels, but we use less new wood on this wine, so the wood is not as prominent as it is on the cépage that we suggest people age for a much longer time before drinking. It's delicious. While we're sipping on this wine, I want to talk about Zinfandel. We don't have it in our glass now, right. But your Zinfandel is special. The story you have with Zinfandel is special. We often still, unfortunately, associate Zinfandel with bad rosé, because once upon a time we saw those rosés on the shelves. And right. In Quebec, sometimes we're not as familiar with, I would say, the heights that Zinfandel can bring. And can give as a red wine. And I just want to mention it, we're not tasting it today, but it is at the SIQ, and I'm a huge fan of your Zinfandel. Can you tell us the story with Zinfandel? And Well, Zinfandel, came to California in the 1850s. And when I first got into the wine business, when I was in my 20s, nobody really knew where Zinfandel came from. It was the mystery grape. And once there was the ability to do DNA fingerprinting in the early 2000s, we found out, or late
1990s, we found out that Zinfandel's origin is in Croatia. So it's a Mediterranean grape variety. Yes. And it found a home in California because it's suitable for our climate and terroirs. And it's been planted in all different types of environments. So there's places it excels in Sonoma County, Napa, down in Santa Barbara County. But what makes it unique in Amador is we have these mountain soils, and it makes a very spicy, balanced wine. And also because of our natural rainfall, we can grow Zinfandel here without irrigation. So it's just the natural rainfall when we have normal rain seasons, and we can grow it the old way, Goblet. So we don't have to have an expensive trellis system. And therefore, we have all these old vines and vineyards that have been here for over 100 years that some of which still produce fruit and we make wine from. And what is your oldest vines of Zinfandel that you have? Actually, there's some old vines that date to 1865. So during the American Civil War. But there's a lot of vines that are 100 years old. So. C'est incroyable. Alors, Bill expliquait, je posais la question du Zinfandel parce que souvent on associe le Zinfandel encore au rosé, au mauvais rosé sucré, alors que le Zinfandel, c'est un cépage rouge qui est parti de la Croatie, qui est arrivé en Californie dans les années 1800 et que c'est vraiment adapté. Et en fait, ils l'ont adopté et il s'est adapté à la région parce que justement, il est capable de s'épanouir dans des régions très secs. Des conditions très sèches et arides. Et en fait, Bill a des vignes qui sont non irriguées. Ils n'ont pas besoin d'eau. Donc, quand on parle de changement climatique, puis justement de cette sécheresse, ben, c'est vraiment adapté. Ça produit des vins qui sont très chaleureux, mais Bill, en fait, je vous recommande de goûter ces Zinfandel. C'est hyper équilibré. C'est très, très beau. Et en fait, il fait plusieurs cuvées, mais Bill a des vignes qui remontent jusqu'à 1865. Ils ont plusieurs vignes qui ont 100 ans. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire de la Californie. Je ne pouvais pas parler de la Californie sans parler du Zinfandel parce que c'est vraiment un trésor qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. On le voit en Croatie, puis on le voit dans les pouilles en Italie. On l'appelle Primitivo dans les pouilles. Mais sinon, on ne le voit pas vraiment ailleurs. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire de la Californie et c'est un bijou et Bill le fait très, très bien ayant ses vignes non irriguées. Just to finish, because we're running out of time, Bill, if you could just say a couple of words. You've talked about your dried farms, Zinfandel, the grapes that you have planted that are more adapted to the region. All of those things, are part of a sustainable mindset. Right. Can you share with us a few other things that you do to be sustainable as a producer? Well, we're a very green winery. We always have been. So I've been a firm believer in permaculture. I got into sustainable farming and organic viniculture. People now call it regenerative viticulture, but I got into all this stuff actually when I was a teenager because I used to have vegetable gardens. So I grew all these things. So I read Steiner and Rodale and Jevons and all the precursors of organic farming and read all their books. And so basically, we do everything naturally and we do as little as possible in the vineyard. So we only put man's hand in the vineyard when it's necessary. And our fertilization of the vineyards is all done with our own green plow down mixes. So like right now, what I'm doing in the vineyard is I'm plowing every other row and we're planting a green manure mix, a plow down manure that will grow this winter, and then we'll cut it and combine it in the soil as our fertilization. So we plant a lot of legumes and different things to build the biotic capacity of the soil up and to increase the mycorrhizal fungi and to add oxygen, to increase all the bacterial activity in the soil. So we actually grow the soil, not the grapes. We try to make the plants very happy because they have very good soil for their roots to grow in. So that's the way we work. Our winery is solar powered. We use recycled glass for our bottles. We use recycled cardboard. We're very green winery. So, yeah.
Thank you. En fait, j'ai demandé à Bill, hein, la durabilité, l'environnement est au cœur de ses valeurs. Il dit, ben, c'est depuis que je suis adolescent, j'avais un jardin et puis j'étais très conscient. Puis il a nommé plein de noms là, qu'on connaît, vous connaissez peut-être pas, mais en fait, c'est tous des noms, c'est des gens importants qui s'intéressaient justement à la bio, en fait, ouais, d'avoir, de faire pousser la vigne selon il voulait être en bio, donc il s'est informé puis en lisant plein de gens qui connaissaient déjà ça. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de lui depuis très longtemps. Il s'occupe vraiment de ses sols. Il n'y a pas aucun produit chimique d'ajouter. Il travaille vraiment bien ses sols pour qu'ils soient en santé. Ils ont des panneaux solaires. Ils utilisent du verre recyclé. Donc, allez voir sur le site Internet parce qu'il y a plein de choses qu'ils partagent. Donc, c'est bon dans le verre, comme je dis toujours. C'est bon dans le verre, mais c'est bon pour la planète. I'm going to finish on this. I always like to say it's good for you and it's good for the planet. It is. Everything's hooked together. You know, as John Muir, the famous adventurer and poet and naturalist in California said, everything is hitched to everything else. Right. Thank you so much, Bill. It's been a pleasure to have you. Thank you. Thank you for having me. I hope you're having fun. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, j'en ai. Et évidemment, on ne pouvait pas parler de la Californie sans parler du Cabernet Sauvignon, bien sûr. Ça demeure quand même le roi, hein, le cépage emblématique de la Californie. Donc, on va ramener Ali avec nous. Puis, on a avec nous son Wente Southern Hills Cabernet Sauvignon de Livermore. Donc, Ali, we just, we've kind of went through all over California, discovered a lot of different styles, but I was saying we could not finish a tasting about California without tasting Cabernet Sauvignon. It is still, the king of California. And can you talk to us about this wine, where it's coming from? Yeah, of course. So this wine comes from the Livermore Valley, and my family has been growing and making wine in Livermore since 1883. So we are the country's longest continuously family-owned and operated company or winery. So it's something we're really proud of, and we've been growing Cabernet for a long time because Livermore is such a fantastic region for growing Cabernet. And this wine is actually mostly on hillsides, on southern facing hills, hence the name Southern Hills. And what is really beautiful, I think, about Livermore is this intense heat we get in growing season. And then at nighttime, actually really in the afternoon, we have these strong breezes that come and blow through the valley. So while we will have a high peak temperature, maybe of like 95 degrees, it gets brought down really quickly by this strong wind that comes right off the San Francisco Bay through a gap in the hillside, actually quite literally down the freeway and through our valley, and it cools it down. And in the nights, we have a really cold temperature. So in our growing season in the summer, it wouldn't be abnormal to have a 50-degree diurnal swing. And what that does is really produce a concentrated, rich flavor from the heat that we get in our berries. And I think what's beautiful about this is you get some red fruit, you get some black fruit. There's definitely like plum, black cherry, blackberries. So you're getting a lot of different complex flavors, but you're getting really nice structure and acidity. And that's from that cooling effect that we get from our afternoon winds and cool evenings. Alors, en fait, elle redit, c'est tous des concepts qu'on a parlé un peu tout le long de la dégustation. Je lui demandais qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce vin-là. On revient encore avec des journées ensoleillées, mais le vent qui arrive dans l'après-midi de la baie, en fait, qui rafraîchit les vignes. Et donc, c'est intéressant parce que le Cabernet Sauvignon de la Napa, par exemple, hein, souvent, on va penser à des vins qui sont assez riches, opulent, mais ça va au-delà de ça parce que même à l'intérieur de la Californie, on a plein de microclimats, puis même le Cabernet Sauvignon va avoir plein de différentes expressions. Et ici, on a vraiment ce côté, si vous sentez, pour moi, le Cabernet Sauvignon de la Californie, il y a quand même le côté très cassis, hein, cassis, prune, cerise noire,
mais on n'est pas juste sur la générosité du fruit. Elle parle justement du vent qui arrive l'après-midi. Puis là, on sent cette fraîcheur-là. Donc, encore là, on revient avec le contraste de soleil et de fraîcheur, donc mûr mais frais. Et donc, il y a un côté très, très élégant à ce vin-là, malgré le côté ensoleillé. C'est un vin qui demeure très élégant. What would you eat with this? Oh my goodness. Anything. You know, we do a lot of steak at home, so steak would be fantastic. I mean, you could do like a sausage or mushroom pizza with this. You could do even, you know, not overly spicy, but you could do like a pork or a steak taco with this wine. So it's incredibly versatile. Chicken too. I know we talked about chicken with Chardonnay, but you can absolutely have it with this Cabernet as well. It's a beautiful food pairing wine, and I think what's unique about Livermore is that we get these like really fine tannins in our wines, so that it's not overly grippy, it's not overly drying. It has the presence of structure and tannin and balance, but I think what's beautiful is it's really meant to drink right away. So you can open it up, share it with friends, you can have it with food, or you can drink it on its own, and it's going to be an amazing experience for you. En fait, je lui demandais avec quoi tu bois ça, puis elle dit le Cabernet Sauvignon, en fait, c'est un cépage. Si vous regardez le raisin, le Cabernet Sauvignon, c'est un petit raisin. La peau est quand même assez épaisse, puis il y a beaucoup de pépins à l'intérieur. Donc, parce que tu as un petit raisin avec une peau épaisse et beaucoup de pépins, ça fait des vins, quand tu fais du vin à partir de ce raisin-là, des vins qui ont beaucoup de tanins. C'est quoi les tanins? Quand vous prenez du rouge puis vous avez la sensation d'assécher la bouche là, sur les gencives, c'est ça les tanins. Puis elle disait, le Cabernet Sauvignon, il est connu pour avoir ses tanins, mais parce qu'ils justement sont à Livermore avec ces vents frais qui arrivent, il y a une élégance dans les tanins. Donc, c'est pas aussi musclé que certains Cabernet Sauvignon. Oui, on le sent l'assèchement, mais c'est pas que ça. Hein. C'est un petit peu plus élégant, un petit peu plus fin. Donc, c'est ce qu'elle voulait dire. Et je suis absolument d'accord. Il y a vraiment une élégance, une fraîcheur. You're talking about meat, but I always receive texts and emails after saying, I stopped eating meat now. I'm a vegetarian, or I'm for those who don't eat meat and eat a lot of vegetables, what would you recommend with this wine? Yeah, I think mushroom-based food would be fantastic. Even something rich, you know, if you wanted to do like an eggplant parmesan, I think it could be really great with this, or eggplant lasagna. So yeah, something I think that has a deep flavor would go really well with this, but I think mushroom would be fantastic. And I think I love eating and drinking together for sure, but sometimes, you know, it's winter is coming here. The nights are cooler. I always say, if you're looking for a wine, you know, just a glass of wine on its own after your day outside, or you're just by the fire and you want to warm up, it's a nice wine. Yes, it goes well with food, but it's a wine that has that balance of generosity and freshness that makes it also easy to drink on its own. It's not too tannic. And yeah, it's a wine to sip alone also, by, you know, with a good book, by the fire. I think it's delicious. En fait, j'expliquais, je dis, c'est sûr qu'on parle de nourriture, on aime manger, on aime boire, puis ça va bien ensemble, mais en fait, ce vin-là, pour les gens qui cherchent un vin à boire toute seule, après on est en automne, l'hiver arrive, il commence à faire frais, on veut se réchauffer après une journée dehors à la montagne, on est près du feu avec un livre et on boit un verre comme ça, ben, ça se boit vraiment bien seul, parce que les tanins, justement, ne sont pas trop asséchants. Donc, c'est un vin on peut boire accompagné, mais qui se boit seul aussi. Ali, I just want to thank you so much for your time today. Those wines are actually available on the market here, and you know, so I encourage people to go and taste them. Si vous avez manqué la chance de déguster ces vins aujourd'hui avec nous, j'espère que ça vous a donné le goût de découvrir. Allez, donc vous avez le lien encore là sur AlesAQ, vous allez pouvoir retrouver ces deux vins de Wente, le Chardonnay qu'on a découvert, et aussi le Wente. Thanks, Ali. It's been a pleasure to have you here. Thank you so much. And one thing I forgot to mention is all of our wines are certified sustainable, and so is our winery too. So if that is important to you, you can trust in our products.
Merci. C'est quelque chose d'important qu'elle dit, en fait, puis on a vu que c'était un peu la philosophie de tout le monde aujourd'hui. Elle dit, l'environnement est au cœur de nos valeurs. On est certifié. Donc, Sustainable, en fait, c'est une certification qu'ils ont en Californie qui certifie qu'ils prennent des actions pour respecter l'environnement à tous les niveaux. Donc, ils ont des critères très stricts qu'ils doivent suivre et donc pour poursuivre leur engagement justement envers l'environnement. Donc, elle voulait mentionner ça parce que c'est important, bien sûr, si ça vous tient à cœur, et je pense que ça doit nous tenir à cœur, que c'est des producteurs durables. Well, thank you so much for having me. It was a pleasure, and I hope you enjoy our wine. Thank you so much. Thank you. Santé. Cheers. Thank you. Cheers. Alors, notre tour de la Californie se termine déjà. Ça passe vite en bonne compagnie. J'espère que vous avez été en bonne compagnie à la maison avec vos amis, avec une bonne bouteille, mais on avait vraiment la chance d'avoir avec nous des gens assez, en fait, qui ont été généreux de leur temps. J'espère que ça vous a donné le goût de découvrir la Californie, parce que comme vous avez vu, la Californie, on ne peut pas vraiment utiliser deux mots, deux types de cépages pour décrire les vins californiens. C'est un monde à découvrir en soi. On n'a fait que débuter la découverte de la Californie, donc j'espère que ça va vous donner le goût de poursuivre cette exploration de cette région viticole qui mérite d'être découverte. Alors, je vous dis santé et à bientôt.